Moi, j'ai supporté beaucoup de souffrances. Beaucoup de coups, beaucoup. À force d'avoir pris des coups, triple fracture tibia péroné, le dos, vas-y, je suis massacrée depuis que je suis gamine. On me massacre. Mais je suis encore debout. Et je resterai encore debout, hein. Eh non, mais vous croyez que moi, je vais faire partie des statistiques, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 2 jours? Mon cul. J'en ai rien à foutre, moi, je le découpe en morceaux. Ah ben, moi, j'ai pas d'autre choix, hein. Je prends une arme. J'ai pas le choix. Je prends une arme. Qu'est-ce que je fais contre un bonhomme? En plus, alcoolisé, en colère, avec des yeux de diable. Tu fais quoi? Après, si je dois faire de la prison, je fais de la prison. Mais je suis encore en vie. Ma parole, il aura pas raison. C'est trop facile, c'est trop facile. Ouais, je sais que t'as appris ça. Quoi? Elle a appris une chanson à l'école, Je suis en colère. Ah. C'est pour ça qu'elle a dit, ouais, comme mamie elle a dit, je suis en colère. Toi aussi, t'es en colère, ma chérie? Ah, tu sais pas? Ben, ça veut dire quoi, être en colère? Être en colère, ça veut dire fâché. Ouais. Je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 27, des femmes violentes. Comme je suis contente de vous retrouver. Je vous écris tout près de la mer. J'y habite désormais. J'ai retrouvé le nord, là d'où je viens. Les plages immenses et le vent frais. Les lumières métalliques et les voix gouailleuses. Je m'y sens bien. Et heureusement, parce que je vous l'avoue, je ne suis pas au meilleur de ma forme. J'ai traversé des épreuves difficiles cette dernière année, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Donner naissance en temps de pandémie n'est pas chose aisée. Enceinte, j'ai d'abord eu peur pour ma maman, très affaiblie par le Covid. Puis, je n'ai pas accouché comme je l'aurais voulu. J'ai dû m'affirmer devant un homme sage-femme, le faire rire pour qu'il accepte mes demandes, le rassurer. Je ne l'embêterai pas trop. Enfin, j'ai perdu ma grand-mère, que j'aimais tant, celle qui m'a transmis le goût du récit de soi, du son et de la poésie. Pour lui dire au revoir, j'ai dû enfiler des gants et une blouse en plastique, après avoir quémandé quelques heures de visite auprès de l'EHPAD où elle résidait. La naissance et la mort se mêlent dans mes rêves. Allez, j'ose le dire, même si j'en ai honte, j'ai fait une dépression. Je vous le confie ici, car je ne veux plus participer au tabou qui existe autour des maladies mentales. Je veux faire tomber cette honte de la dépression qui arrive à tant de monde, notamment à de très nombreuses femmes en postpartum. Cet état particulier m'a aussi plongée dans une relecture intense de ma vie. J'ai déterré des souvenirs d'adolescente. C'est très douloureux, car c'est l'histoire du patriarcat, c'est l'histoire de la domination des adultes sur les enfants. J'ai vécu cela comme une révélation. Mais ce n'est pas vraiment le bon terme, car je savais tout. Et puis, j'ai déjà dit beaucoup dans les 26 derniers épisodes d'un podcast à soi. Mais les choses me sont apparues sous un autre angle. Une amie très proche décrit cela comme une relecture féministe de mon parcours. La psychologue qui m'accompagne parle d'intégration. C'est descendu dans le corps. Je vous en reparlerai si je peux, car de toute façon, le silence ne me protégera pas. J'ai été bien accompagnée, j'ai pris des antidépresseurs, et au-delà de l'apaisement que cela m'a procuré, j'ai découvert que l'on pouvait vivre sans anxiété. Ça a été une révolution pour moi. Je me sens un peu mieux. En tout cas, ce que je traverse résonne très fort avec les parcours des femmes que vous allez entendre. Nous sommes différentes, bien sûr. Nous ne partageons pas les mêmes expériences, il faut le reconnaître.
Mais je me sens reliée à elle par la colère immense, foudroyante. J'ai même eu peur de cette colère à un moment. Peur qu'elle ne tâche mon travail, qu'elle n'emporte tout. Peur de ne plus avoir de recul, de perdre la poésie. Peur de la folie. J'ai d'autant mieux compris pourquoi certaines femmes passaient à l'acte. La violence ne nous est pas étrangère. Et c'est cela qu'il s'agira d'interroger au fil de cet épisode qui ouvre une série autour des femmes et de la prison. À la suite de l'autrice Gwenola Ricordo, nous nous interrogerons. Qu'est-ce que la prison fait aux femmes ? Qu'elles soient prisonnières, visiteuses ou victimes d'auteurs de violence. Aujourd'hui, vous allez entendre des femmes anciennes prisonnières nous confier leur parcours de vie avant l'arrivée en prison. Il ne s'agira en aucun cas de juger, de dédouaner ou de justifier les actes commis. Simplement, comme toujours ici, de les écouter, de les laisser se raconter. En commençant par Zineb, 34 ans. Elle a grandi avec sa sœur à Bayonne, auprès d'une mère aimante, mais qui a dû se battre pour tout assumer seule et surmonter ses propres traumatismes. Zineb est née d'une rencontre fugace entre sa mère et un père qui ne l'a jamais désirée ni reconnue et qu'elle ne connaît pas. Souvent, elle se demande tout de même s'il pense à elle parfois. Moi, j'en ai beaucoup souffert quand j'étais ado. Je refusais, moi, tout ce qui reflétait l'autorité masculine. Je supportais pas les hommes. J'étais un perpétuel affront. On a eu un beau-père pendant 2 ans. C'est la première personne que j'ai détestée, c'était lui. Il a voulu faire le père, en fait, et du coup, ça a commencé avec lui, quoi. Je dis non, mais tu te prends pour mon père, mais t'es pas mon père. Enfin voilà, nous on comprenait pas, moi et ma sœur. Il a voulu être un peu totalitaire. Voilà, je m'impose, je suis dans la famille maintenant, et maintenant vous la fermez, quoi. Très dur. Il voulait revoir entièrement notre éducation. Tu te tiens pas comme ça à table, ça commençait comme ça. Après, c'est quelqu'un aussi qui buvait. Donc, quand il buvait, il était violent. Et moi et ma sœur, on défendait notre mère, quoi, puisqu'elle a commencé à taper ma mère. Nous, on refusait ça, quoi. Ma mère, c'est pas quelqu'un elle est trop gentille. Elle est... Je sais pas comment t'expliquer. Moi, je sais que j'ai du caractère, que face à une injustice, j'ai du répondant, je peux faire l'affront. Elle, non. Elle nous disait, bon, mais faut faire avec, quoi. On n'avait pas le choix non plus. Elle, pour elle, elle était persuadée que, voilà, ça allait aller. Mais après, bon, elle a vu, au fur et à mesure du temps, déjà, nous, on fuguait. À 10 ans, j'avais piqué dans le portefeuille de mon beau-père pour prendre le train, acheter le billet. Et j'étais partie, j'avais pris les 2 sacs et hop, à 10 ans. Et je suis montée dans le train, je sais même pas comment j'ai fait, quoi. 10 ans, c'est petit, mais déjà, à l'époque, quand même, je sais pas, j'étais débrouillarde. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à être dans la délinquance, c'était à 15 ans, 14 ans. J'ai arrêté le collège très tôt, hein. Et ma mère, elle a eu des courriers de l'inspection d'académie en disant ouais, qu'est-ce qu'a fait votre fille, pourquoi elle n'est pas scolarisée. Et moi, je voulais rien entendre. Ma mère, déjà, tous les collèges de Bayonne, ils voulaient pas de moi. Et elle était obligée de me mettre à Biarritz, à l'école, collège en Rostand, à Biarritz, et j'y allais jamais. Puis mauvais comportement, ça me suivait le dossier scolaire. Quand il lisait le dossier scolaire, il disait non, ça va pas être possible, quoi. On veut pas de cet élément perturbateur dans nos murs. Et là, je commençais à faire des bêtises. Je faisais des vols, des petits trucs à Monoprix, tu sais, des conneries de gamins. Après, je tapais, je me bagarrais. Tu te bagarres avec qui ? Avec des filles du collège, après dehors, n'importe quoi. Il y en a, ils se laissaient faire, ou il y en a, enfin, on bataillait pas, et il y en a qui se laissaient pas faire, et du coup, on cherchait la bagarre. Je fais 1m80, 82 même. J'étais grande tôt. À 14 ans, 15 ans, ça y est, je faisais cette taille-là. J'ai grandi très vite. Déjà, j'ai imposé. Et j'étais respectée par ceux de notre trempe. Parce qu'on voilà, on traînait qu'avec des garçons. Et par les autres, la population normale, je veux dire, on était jugés, on pouvait pas nous voir, on était les terreurs, on allait en ville, on n'entendait que nous, on nous entendait, on parlait fort. Et du coup, moi, débraillée, je m'en fichais de... Même, tu sais, moi, j'étais NTM, tu sais, à l'époque. Le caïd, quoi, tu sais comment ce rôle il me plaisait. Je fumais un peu aussi, buvais un peu, voilà, des trucs comme ça.
ça m'a amené tout le temps en garde à vue. Ma mère, elle venait nous chercher, moi et ma sœur, des fois au commissariat. C'était presque toutes les semaines. Ma mère, elle était fatiguée. Le juge des enfants, le placement. On m'avait même mis en hôpital pour adolescents de psy, parce qu'on pensait que j'avais un problème psy. La juge, elle se posait des questions en disant c'est pas normal que cette gamine-là, elle fasse des conneries tout le temps en garde à vue. Elle doit avoir un problème dans la tête. Donc j'ai fait un séjour chez les fous, là. Enfin, chez les fous. C'était des ados souvent. Il n'y avait que moi placé sous main de justice. Les autres, c'était souvent des ados qui ont souffert d'anorexie, de boulimie, tu sais, des problèmes comportementaux. Et c'est des ados qui avaient souffert aussi. Tu sais, abus sexuels dans l'enfance. Mais franchement, je garde un bon souvenir. Par contre, il fallait prendre un traitement. Ça m'avait fait gonfler et tout. Du tertien, je sais pas si tu connais les médicaments. Mais on était tous abonnés à la même enseigne. Et nous endormait littéralement. Il y avait des séances avec la psychologue et tout, mais c'était souvent médicamenteux. C'était rien d'autre, quoi. On restait là pendant 1 mois. Mais je me suis fait des amis, c'était un peu une colonie, c'était dans une maison, on avait la télé, la play, c'était voilà, une sorte de foyer. Mais par contre, je me souviens, tu sais, quand je reparle de ça, je vois une fille, en fait, elle s'est enfermée dans la salle de bain comme ça, en train de les poignets pleines de sang. Ça m'avait choquée de la voir comme ça, parce qu'en plus elle bougeait plus. Et du coup, tu sais, je dis mais venez et tout, il y a Sandra, elle s'appelait Sandra, elle est pas bien, elle est pleine de sang et tout. Elle était plus âgée que moi, elle aussi. Elle a été violée quand elle était jeune, tu sais, c'est des parcours des gueules cassées, moi je les appelle. J'avais 14 ans, ouais, 14 et 15 ans, parce que j'ai fait 2 fois. J'ai fait une fois 3 semaines en 2000, fin 2000, et en 2001, mars 2001, je suis restée presque 2 mois, j'ai fugué de là-bas. Et en fait, on m'avait mis là en attendant parce que j'avais un jugement. C'était comme une détention provisoire en fait, mais chez les dingos là-bas. Et du coup, moi, j'étais partie, j'en avais marre quoi. J'avais trouvé une combine. Ils nous avaient changé le traitement en comprimé. Moi, je les mettais sous la langue, je les crachais. Et j'avais dit à mes copines, viens, on les prend pas et tout, on n'a pas besoin de ça. Et le lendemain, je me suis barrée avec une fille qui était plus âgée que moi, Myrène s'appelait. Et en fait, c'est hyper grand. C'était au centre hospitalier des Pyrénées à Pau. Et en fait, je dis à Myrène, viens et tout, on se promène jusqu'à la surveillance générale. Et je lui ai dit, si le mec il est pas là et tout, viens, on se barre. Je dis, viens, on commence à courir. On savait même pas, on n'était pas de Pau, hein, on connaissait pas Pau. Hein. Et je dis, viens et tout, on va prendre le train et tout, on va aller chez mon ancien beau-père et tout, il va nous héberger, il va rien dire à ma mère et tout. Enfin, elle me dit, ok, d'accord. Parce que je savais que les filles, qu'ils allaient venir chez ma mère et pas chez mon ancien beau-père. Mais après, moi, je me suis rendue, tu sais, je suis repartie chez ma mère après 1 mois, parce que voilà, j'avais envie de la voir, et ça a pas loupé. Je suis repartie chez ma mère 1 semaine après, les flics, j'étais en bas, direction la Villa Chagrin, ils m'ont amenée là-bas. On appelle, nous, la prison. Là, j'avais fait une grosse connerie. J'avais mis le feu à un immeuble. J'avais eu des histoires avec un frère et une sœur qui habitaient cet immeuble et j'ai pas trouvé une meilleure idée que de faire de l'essence à la station. C'était même des bouteilles d'eau. J'avais mis le feu à leur scooter qui était dans la cage d'escalier. Mais le problème, c'est que ça s'est éparpillé dans tout l'immeuble. C'est moi qui ai appelé les pompiers. Là, après avoir mis le feu, là, j'ai dit non, t'as fait une grosse connerie, j'ai appelé les pompiers. Et voilà, je suis partie en prison et voilà, là, j'ai pris conscience et j'ai fait 2 mois et demi. Je ne serai peut-être jamais une voyou, mais ça pousse, ça se bouscule à l'intérieur. Une poule dans une boîte à chaussures, une fleur de serre. Je serai une crapule sans foi ni loi, une brigande toute griffe dehors, le regard curieux et vacillant, semant la pagaille sur mes pas, commençant tout, ne finissant rien, et complètement ailleurs. La pauvre et poète et boiteux, et emmerdant le monde. Et ne reproduisant pas la nature humaine. À détruire ce qui m'attaque, m'attrape et m'enserre. Ceux qui cherchent à mater à coups de fric, à coups d'ordre et d'humiliation. À détruire ce qui existe autour sans croire qu'il y aura une fin. Le happy end où il et elle vécurent heureux. C'est dans cette merde que je baigne. Avec vous toutes à mes côtés.
Et tant qu'à être là, je gratte les barreaux de ma cage. Je m'agite, j'hiberne. Me pose pour réfléchir, ou cuve la dépression. Abîmée, mais vivante. Toute rage dehors. Anonyme, infokiosque. Tout au long de la chaîne pénale, les femmes sont beaucoup moins nombreuses. Elles représentent 14% des personnes mises en cause par la police et la gendarmerie, puis 9% des personnes condamnées au pénal. Enfin, en prison, elles sont extrêmement minoritaires puisqu'elles représentent entre 3 et 4% de la population détenue. De nombreux travaux sociologiques ont démontré que cette dissymétrie statistique n'avait rien de naturel. D'une part, les femmes ne sont pas par essence moins violentes. Il s'agit d'une histoire de socialisation différentielle. On est plus strict avec les filles. À l'inverse, la virilité et la violence sont valorisées chez les garçons. On fabrique des filles et des garçons qui ont un rapport différent à la transgression. D'autre part, les juges hésitent à envoyer les femmes en prison, car les places sont moins nombreuses. Elles sont donc souvent incarcérées loin de leur famille, ce qui fait craindre une rupture du travail domestique et parental, encore effectué en majorité par les femmes. Elles échappent ainsi à la sanction pénale, mais vont être surveillées de très près, dans des foyers, aux côtés d'éducateurs ou en psychiatrie, comme me l'ont expliqué les sociologues Colline Cardy, puis Karine Rostin. Il y a des travaux d'historiennes comme ça qui montrent que le pendant de la prison pour les hommes, c'est l'hôpital psychiatrique pour les femmes. Il y a eu aussi les espaces du Bon Pasteur, des endroits gérés par les religieuses. Jusque dans les années 80, les religieuses ont eu un rôle très important dans la prise en charge des jeunes femmes. Il va y avoir cette idée, effectivement, qu'on est face à des jeunes femmes, ou à des femmes quand on est chez les majeurs, qui sont dénaturées, voire qui n'ont même jamais été civilisées d'une certaine manière. Donc il va falloir en fabriquer des filles, ou en fabriquer des femmes. Enfin, la famille et l'école sont clairement des espaces où on va sanctionner très vite. Et pour donner un exemple, c'est-à-dire quel est le lien ici avec ces questions d'infraction, par exemple, et de reconnaissance de l'infraction, ou d'actualisation de l'infraction, on peut prendre l'exemple des terrains de foot. On a comme ça une série de chercheurs qui se sont interrogés sur la sous-représentation des femmes dans les statistiques disponibles autour des sanctions sur les terrains de foot. Et s'étonnaient quand même de cette sous-représentation. Alors on leur a dit, bah oui, par nature, les femmes sont moins violentes. Puis en fait, ils ont commencé à essayer d'observer ce qui se passe sur les terrains de foot. Et ce qui montre, c'est qu'en fait, les arbitres pour les femmes sifflent très très vite. C'est-à-dire que dès qu'une femme lève la voix, lève la main, hop, on intervient. Et effectivement, on rompt cette espèce d'engrenage vers la violence. Et du coup, on ne les retrouve pas, effectivement, au niveau des instances disciplinaires. Et donc, on voit bien comment, effectivement, il y a en fait en amont tout un tas de mesures préventives. On a, dès le début, en fait, une forme de prévention de ces formes possibles de violence chez les femmes. On pourrait même compléter, justement, je pense aux jeunes délinquantes, on pourrait dire, dans ces instances de régulation, notamment les familles, on voit bien qu'il est beaucoup plus difficile pour une délinquante de continuer à vivre dans sa famille, c'est-à-dire qu'il y a très très vite rupture avec la famille, parce que la famille ne supporte pas cette jeune fille qui ne répond pas comme habituellement, qui ne rentre pas le soir à des heures décentes, alors que les garçons peuvent continuer à mener des activités délinquantes tout en vivant tranquillement au sein de leur famille. Donc là aussi, on voit bien cette volonté de contrôle qui est vraiment plus forte très tôt, donc qui évite de rentrer dans ce cycle. Donc ces personnes qui veulent continuer à avoir des activités déviantes, au départ c'est déviante, eh ben, elles sont obligées d'être en rupture familiale, et très souvent on voit dans ces jeunes femmes des fugues très très tôt. Donc à 13-14 ans, elles sont déjà dans des situations de fugue, donc encore plus soumises aux aléas de la vie de la rue. On a une société qui ne reconnaît pas aux femmes la capacité d'être violentes. Et au fond, qui leur ôte ce pouvoir-là, puisque même dans nos sociétés démocratiques, faire usage de la violence, avoir accès au pouvoir de violence, est un enjeu important. Donc on a plein de manières d'invisibiliser cette violence, soit carrément de ne pas la parler, et l'histoire et l'historiographie a très bien joué son coup de ce point de vue-là, puisque on a fait une histoire, et notamment une histoire de la violence, sans penser celle des femmes. On peut la pathologiser en disant, au fond, elle est exceptionnelle. Elle est chez des femmes qui vont tellement mal qu'elles font usage de cette violence. Tout ça, c'est des manières, au fond, de la rendre impensable.
Alors par exemple, comme ça, on redécouvre sans cesse que les filles peuvent commettre des actes de délinquance en bande, comme si les bandes de filles n'avaient jamais existé, alors que les bandes de filles ont toujours existé. On en trouve des traces, historiquement, de cette panique morale autour des filles, depuis longtemps, en fait, depuis qu'on s'inquiète de ces jeunes dans la rue. On a tout un tas de manières, comme ça, d'invisibiliser cette violence. Une autre façon de les invisibiliser aussi, c'est quand on travaille dans les prisons d'hommes, on parle encore des voyous. C'est-à-dire que les surveillants parlent des voyous. Ils sont très très fiers de gérer donc des gros cas, des caïds et autres. Donc c'est une façon de valoriser leur travail, la dangerosité de leur travail. Alors que quand on parle des femmes détenues, on parle des filles. Même pas des femmes, on parle des filles. Elles ne sont même pas délinquantes, elles ne sont pas criminelles, ce sont des filles. Elles sont complètement déresponsabilisées et infantilisées. Et puis, à côté de ça, on a quand même effectivement une survisibilisation, et c'est pour ça qu'on n'est pas face à un tabou, puisque d'un autre côté, on a une histoire culturelle qui est chargée de figures de femmes guerrières, violentes, Médée, Jeanne d'Arc, les pétroleuses pendant la Révolution française. Aujourd'hui, Lara Croft, il y a tout un tas de figures comme ça qui peuplent les imaginaires collectifs. Les marâtres, évidemment, les contes qui sont faits, ces affreuses belles-mères qui veulent la mort. Donc, effectivement, au fond, on en a plein des figures de femmes violentes. Et donc, la question, c'est aussi qui a intérêt, là encore, à survisibiliser et au fond, à rendre là aussi, en fait, complètement impensable la violence des femmes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est soit quand on survisibilise, c'est pour faire peur, c'est l'effet cathartique au fond, c'est dire regardez ces affreuses femmes, il faut les mettre en scène pour éviter à tout prix que ça n'advienne. Soit on ouvre d'autres voies à travers la fiction, par exemple, on donne à voir d'autres modèles du féminin. Au fond, on ouvre les possibles. Quand on voit Thelma et Louise, est-ce que là, ça vient pas exciter le système, donner à voir, à penser, à sentir d'autres voies possibles, en tout cas faire l'expérience sensible qu'on peut faire usage de la violence, qu'on peut faire usage de son corps, qu'on peut faire usage de la force. Ça ne veut pas dire que quand les femmes font usage de la violence, on va vers une société plus émancipatrice. Une chose importante aussi à rappeler, c'est que c'est pas parce que les femmes rentrent par exemple dans les métiers d'ordre que ces métiers d'ordre se démocratisent, non plus. Mais pour autant, je pense que c'est important qu'elles puissent avoir cette conscience-là, qu'effectivement, elles peuvent, elles aussi, et c'est là où on retourne justement cette chose binaire d'un sexe qui serait fort et menaçant et d'un sexe qui serait très vulnérable, au point qu'il faut faire attention dans l'espace public et qu'on met en œuvre des stratégies. Mais vraiment, cette idée qu'effectivement, on peut, nous aussi, en tant que femmes, utiliser ces armes-là. S'il est essentiel de penser la violence des femmes, il ne faut pas oublier que cette violence reste extrêmement marginale comparée à celle des hommes. Rappelez aussi que lorsqu'elle advient, elle s'exerce sur des populations plus faibles, dominées à d'autres endroits. Je pense à la violence des femmes blanches esclavagistes sur les femmes noires, à la violence des femmes gardiennes de prison à Guantanamo sur des hommes racisés, à la violence des femmes sur les enfants. Lorsque la violence s'exerce au sein du couple, il s'agit avant tout de réponses à des violences masculines, comme ce fut le cas pour Ève, 54 ans. Elle a grandi dans un petit village alsacien, s'est occupée de ses 5 frères et sœurs, son père était alcoolique et sa mère violente. Comme Zineb, Ève fuguera plusieurs fois, jusqu'à quitter la maison à 16 ans, sans un sou en poche, ses parents ayant subtilisé les bourses auxquelles elle avait droit. Elle s'installe avec celui qui deviendra son premier mari et se prostitue pour pouvoir payer ses études. Le premier soir où j'ai commencé, oh putain, je m'en souviendrai toujours. J'avais un pantalon rose. Une gamine de 16 ans sur le trottoir. Mais je me suis fait 3000 et quelques francs en une soirée. Tous les pervers du coin, ils ont vu une gamine sur le trottoir. Ils ont dit, oh putain, vas-y, c'est la fête ce soir. Tu vois ? Et des clients, moi je disais, je peux juste savoir pourquoi tu vas chez une pute Ouais, mais moi, parce que ma femme, elle me suce pas. Je dis, ouais, mais... alors, c'est pas une raison. Ou une fois. Oh, putain, moi, j'étais une folle déjà à 16 ans. Je crois, je sais pas, moi. Mais un client, il vient. Je me souviens encore, j'avais une jupe léopard. Un collant. Tu sais, les collants, les bas, là, les bras, là, de merde. Je rentre dans la voiture. C'était plaque verte, là. CD. Corps diplomatique.
Belle bagnole, tu vois, le mec costard cravate et tout. Je rentre dedans et je fais ouais, ben tu vas là, tu te mets derrière. On avait une petite place là-bas près de la préfecture à Nuit des Vosges, c'était à Strasbourg. Hop, sur le chemin, il me fait ouais, mais t'es sûre que t'es une femme Je dis ben ouais, je sais pas. Elle me dit non, mais parce que je viens de la place Blanche là, je viens de me faire avoir, c'était un trans là. Alors je dis ben non, je suis une meuf. Alors il me fait ouais, mais moi je veux d'abord voir. Je fais écoute, je soulève ma jupe, tu regardes, j'ai pas de bosse, tu vois, hein. Donc je soulève ma jupe, il me fait ouais, mais moi je veux toucher. Je dis, oh putain, tu sais quoi? Espèce de connard, toi, tu crois que j'ai que ça à foutre? J'ai fait vas-y, tu me ramènes. Oh, mais non. Je fais, oh putain, j'avais des talons, je me suis retournée. Je lui ai mis des coups de savate dans la gueule avec les talons. Il a ouvert la porte, il est sorti, je l'ai coursé, j'avais une bombe lacrymo dans le sac. Je l'ai coursé, je suis allée, je lui ai dit, putain, il me fait, pitié, j'ai une femme, 3 enfants. Je dis, t'as une femme, 3 enfants et tu viens me faire chier là, t'as rien d'autre à foutre. Putain, je gazais. Je suis retournée à la voiture, j'ai cherché ma chaussure parce que j'avais perdu une chaussure dans l'action. Je remets ma chaussure, je prends les clés de sa caisse et je les jette au fin fond du jardin là que j'ai trouvé. Et puis je suis partie, je dis vas-y, je suis retournée à ma place. J'ai pas entendu parler de lui, hein. Parce que je crois qu'il était dans une sacrée merde, hein, la voiture au milieu de la route. Lui, les clés, il cherche. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je crois qu'il est plus allé chez une pute pendant longtemps, quoi. Hein. J'ai fait ça pour payer toutes les dettes que j'avais par rapport à l'appart, à l'école, parce qu'il fallait que j'achète mes affaires d'école, parce que Jackie travaillait en tant que cuisinier et gagnait 2000 francs par mois à l'époque. Ça suffisait pas pour payer le loyer, la bouffe et tout. Un soir, il rentre du boulot. Il travaillait chez Ritter à l'époque, là, les hamburgers de merde, là. Ou d'ailleurs, j'ai bossé là-bas, je suis restée 1 semaine, je crois, ils m'ont jeté parce que je voulais faire la révolte là-bas. Ouais. Parce que j'étais dans les cuisines, il y avait des cafards et tout qui marchaient sur les steaks hachés et tout. Moi, j'ai dit non, moi, je travaille pas ici, moi, j'ai révolution, non, inspection du travail, nanana. Il m'a jeté au bout d'1 semaine. J'avais que 17 ans, hein, donc imagine, ouais, j'avais 17 ans. Un soir, il rentre, il me fait ouais, t'as fait combien? Je lui ai dit, mais Jackie, à l'époque, quand j'ai dit je vais faire la pute, comment toi, en tant que mec, t'as pu accepter? Pourquoi tu m'as pas dit, mais t'es folle, toi, ou quoi? Je vais ramener les sous, toi, tu fais tes études, tu vas pas faire la pute, non? Bon, après, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'étais secrétaire. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à picoler quand j'ai travaillé dans le bâtiment. Parce qu'à l'époque, dans le bâtiment, on avait des pots tous les 3 jours. Fin de chantier, fin de ci, fin de ça, truc, l'autre l'anniversaire, l'autre ci, ça, naissance, là, il y avait toujours une occasion. Hein. Donc ça picole. Et puis bon, moi, quand je fais quelque chose, je fais à fond ou je fais pas quoi. C'est ça aussi mon problème. Hein. Je me suis trop investie dans cette boîte, hein, surtout que j'ai aussi connu le harcèlement sexuel au boulot. Hein. Le patron m'invitait dans son bureau, il me faisait des massages derrière dans le dos. Ouais, est-ce qu'on peut pas se voir à l'hôtel? On m'a fait des propositions. Hein. Les conducteurs de travaux aussi, les ouvriers aussi, quand il y avait les fêtes de chantier. Parce que voilà, j'ai changé, hein, mais j'étais une belle femme, hein, donc je plaisais et voilà. Il faut assumer aussi, quand t'es belle, hein, c'est tout. Hein, mais c'est vrai que ça saoule parfois parce qu'on ne sait plus. Ils sont attirés, pourquoi? Parce que t'es belle ou pour toi, ou vous voyez. Moi, j'avais mon directeur général, où je suis allée avec lui à l'hôtel. Voilà, on a baisé, quoi. Hein. J'avais peur de perdre ma place, moi. Après 10 ans de vie commune, Ève quitte son premier mari. Elle fait la rencontre de son 2e compagnon, gérant d'un garage automobile, dont elle s'occupera avec lui. C'est là que j'ai connu les coups, vraiment. C'est lui qui a commencé à me frapper. Même, je me rongeais les ongles. Avec lui, j'ai arrêté. Hein. Il me tapait sur les doigts, hein, chaque fois que j'avais la... Ah, Mais lui, il était d'une jalousie. Ah
Je devais avoir des chemisiers fermés jusque-là, pas maquillés, rien. Donc, je ne vais pas parler avec un mec, il fallait surtout pas. Tu peux plus rien faire, tu peux plus rien penser, tu penses plus par toi-même, tu parles plus par toi-même. Plus j'étais séparée avec Jackie, donc je voyais les petites. Et chaque fois qu'il y avait les petites, chaque fois il y avait des disputes. Je pouvais pas passer une après-midi ou un moment tranquille avec les enfants sans que ça parte en couille, quoi. Tout était sujet à dispute de toute façon. À partir du moment où tu fais pas comme lui, il veut des poings dans la gueule, des poings. Comme quand tu boxes, tu prends des poings dans la figure, quoi. Ça, c'est un dentier, parce que j'ai fui dedans. Je me suis fait défoncer je sais pas combien de fois. Une cicatrice là, ça c'est un coup de béquille. Le petit doigt cassé, c'est aussi un coup de béquille. Alors, triple fracture tibia péroné. Un amoureux qui m'a jeté par la fenêtre, par les escaliers. Lui, il m'a planté avec un ciseau, là. Il m'a ouvert les jusqu'à l'intestin. J'ai déposé plainte, et là, il est allé en prison. Ouais, je pensais que ça allait le faire changer, parce qu'il avait perdu au moins 15 kilos. Quand je l'avais revu, je l'avais pas reconnu. Et dès qu'il est sorti de prison, je l'ai repris. Je suis retournée avec lui. Ils ont aussi ce petit côté manipulateur. Ils vous sortent des phrases toutes faites. Et voilà. Du style, ouais, quand j'étais en prison, j'ai fait que penser à toi. T'es la femme de ma vie. Nanani, je sais, j'aurais pas dû faire ça. Nanani, je le ferai plus. Et tatati, et tatata. Toujours le même discours. Et nous, on y croit. Bêtement. On y croit. Après, des coups, de nouveau. J'étais là, recroquevillée, vas-y, j'encaissais. Donc, un jour, c'est allé trop loin. Il y a un truc qui se passe dans ta tête, tu l'expliques pas. J'ai dit, c'est fini, j'accepterai plus. J'accepterai plus qu'on me touche. Là, j'ai pris le couteau. Oh putain, mais comment je l'ai planté, je sais plus. Il y avait du sang. J'étais plein de sang, j'avais plein de sang sur la chemise. J'avais une chemise jaune encore, je me souviens. Les keufs, ils arrivent. Moi, j'étais dans les chiottes, j'étais en train de le planter, les keufs. Les mains en l'air. Moi, je lève les mains. C'est lui qui a pris le couteau, il l'a caché et tout après. Lui, il n'a pas dit que je l'ai planté. À partir du moment où, le Alain, lui, où je l'ai planté, à partir de ce jour-là, il n'y a plus jamais un homme que j'ai accepté qui me touche. Moi, je parle des coups que j'ai eus de ma mère, des coups que j'ai subis aussi pendant que je me suis prostituée, tout ce que j'ai vécu, toute cette violence et tout, que ce soit de la violence physique ou psychologique. C'est plus fort que toi. Tu n'acceptes plus une insulte, une agressivité. Ça me rend ouf. J'explose. Personne ne peut nous exfiltrer du monde primal, où la violence s'abat, invisible, disproportionnée, et où nous avons échoué les yeux grands ouverts, après une vie pleine de sens. Nous y sommes, et nous ne pouvons pas partir. Chassés d'un Éden imbécile par une main, une bite, un divorce, plus aucun rêve ne pollue nos jours, aucune fausseté ne nous traverse. Nous sommes poreuses au réel, jusqu'à devenir sa marge et disparaître aux yeux de tous. Devenues pleinement animales, pauvres, droguées, vieilles, libres. Survivantes de notre naufrage, nous pouvons désormais respirer dans la haine pure. Nous apprenons à vivre dans les interstices, où logent les miettes et les grains de sable. Féroce, Cecilia Colombo. Après quelques années, Ève quitte son conjoint violent, ouvre un restaurant dans un petit village qu'elle prendra plaisir à animer. Elle y rencontre celui qui deviendra son deuxième mari et qui lui imposera de revendre l'établissement. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, mère au foyer, avec 6 enfants. Dans une maison, 200 mètres carrés, 70 heures de terrain, et je me suis investie à 100%. On a fait le jardin, on a tout fait. Dès qu'on devait récolter, on récoltait.
Qui c'est qui épluchait les légumes? Qui c'est qui les blanchissait? Qui c'est qui les mettait sous sachet? Qui c'est qui les mettait sous congélateur? On allait acheter un bœuf chez le paysan du coin. Il fallait l'emmener à l'abattoir. Une fois qu'il était dépecé, il fallait le ramener à la maison. Appeler un boucher, le boucher qui découpe en 8 portions et le mettre dans les sachets, dans les congélateurs pour assurer pour l'hiver. Acheter les poulets, acheter ci, faire le jardin. 3 machines par jour. Repassage, samedi, dimanche, je passais mes week-ends devant la télé à repasser. Les 6 gosses, c'est qui les emmenait à l'école, c'est qui faisait les courses, c'est qui faisait les papiers, c'est qui faisait les... Evelyne. Qui c'est qui organisait même ton anniversaire? Hein? Surprise, tu rentres à la maison. Ah, ils sont là, tes amis et tout. Et toi, qu'est-ce que t'as fait pour moi? T'as organisé un anniversaire pour moi? Tu m'as organisé une fois un repas où je suis rentrée, moi, à la maison, je pouvais voir les chandelles, les roses. Que dalle. Il disait à tout le monde, tout le temps, que j'étais une machine. Je suis une machine. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai mis un panneau devant la porte de la maison. J'ai mis en grève. J'ai dit, je fais plus rien. Tu te démerdes, tu fais les papiers, tu t'occupes des gosses, tu les emmènes, tu fais ci, tu fais ça, tu fais la bouffe, tu fais les repassages, tu fais le jardin, tu fais tout. Je fais plus rien. Et c'est à partir de là où tu es parti en couille. À partir du moment où il a vu qu'il n'arrivait plus à me driver, qu'il a vu dans mes yeux que c'était terminé, je ne lâcherai plus l'affaire, parce que je sais que j'ai raison, que tu me traites comme ta pétasse qui doit juste écarter les cuisses aussi, parce que c'est ça. Fallait que j'écarte les cuisses, quand tu voulais. Il n'a jamais voulu admettre que je me rebelle. Et je t'apporte une maison, je t'apporte ci, je t'apporte ça. C'est moi qui ramène l'argent à la maison. Oh putain, alors là, quand il m'a dit, moi je ramène l'argent à la maison, moi je ramène pas d'argent alors. Moi je ramène pas d'argent, donc moi je suis rien, quoi. Je suis rien. Je dis, mais quand tu m'as connu, j'avais un restaurant. Je travaillais. Pourquoi tu m'as demandé de quitter mon restaurant? Tu voulais que je le quitte, le restaurant. Et maintenant, tu me dis, je travaille plus. Il m'a carrément dit, tu lâches ton restaurant. Pour que je devienne sa chose. J'avais quoi, les allocations familiales? Mais tout était sur son compte, J'avais même pas un compte à moi. J'étais devenue plus rien. Et après, vous me demandez à moi, quand aujourd'hui je décide de me faire soigner, de reconnaître ci ou ça, on me dit, mais apprenez à penser à vous. Ça me fait doucement rire. Tous les psys que j'ai rencontrés, c'est apprenez à penser à vous. Celui qui m'a fait le plus rire, c'est Guenaud. Quand il me dit mais pensez à vous, faites-vous plaisir. Je dis ouais, mais je dois faire comment? Parce que je sais pas comment faire. Il me fait allez en ville, achetez-vous une glace, allez dans un parc, faites du lèche-vitrine. Ok. J'avais l'impression qu'il me parlait d'un truc que je sais pas, je connais pas, je sais pas. Mais le pire, ça a été de manger une glace dans un parc. Oh putain, mais comme ça va me faire jouir, ça, d'aller dans un parc et de manger une glace. Enfin, ou j'ai pas compris ce qu'il a voulu m'expliquer, enfin bref. Je pense que le problème était beaucoup plus profond, parce que j'ai la capacité de tout gérer. Excusez-moi, j'ai été éduquée comme ça, je sais pas, j'ai été construite comme ça, parce que depuis ma plus tendre enfance, c'est comme ça que j'ai été conditionnée. M'occuper de ma mère qui était battue par mon père, m'occuper de mes frères et sœurs, m'occuper de faire les courses, m'occuper d'aller à la banque, m'occuper d'aller jouer au tiercé, m'occuper d'aller chercher les bouteilles d'alcool pour mon père, voilà. C'est que ça a été ma construction. Dans son livre « Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité », la sociologue Natasha Chetcuti-Ozorowicz utilise comme cadre théorique la notion de continuum des violences de genre. Ainsi, elle met en évidence le fait que la domination et l'appropriation du corps des femmes par les hommes constituent un lien structurant de toutes les femmes. Elle raconte que sur les 42 détenus rencontrés, condamnés pour des moyennes et longues peines, 35 avaient fait l'objet de violences conjugales et intrafamiliales, cumulées à d'autres formes de violence. La précarité sociale, la prostitution contrainte, le racisme, les violences économiques et aussi les violences symboliques.
Soit il y a des femmes qui ont été confrontées à des agressions sexuelles, à des pressions pour avoir des rapports sexuels, à des violences physiques, à des épisodes de prostitution contrainte, mais souvent elles ont soit sous-estimé les situations de violence de genre dans lesquelles elles étaient assignées, soit elles ne les ont pas sous-estimées, mais je dirais que l'entourage familial, l'entourage éducatif ou même les institutions sociales alentour ne les ont pas entendues. Autre scénario, il n'y a parfois pas eu de recours à la violence physique ou d'usage de force ou de contraintes visibles, mais, et c'est là où la division sexuelle du travail rentre en jeu, les femmes se sont socialisées pour être conformes au rôle attendu de genre, c'est-à-dire être au soin, être au service, être attentive aux autres, être dans le fait d'encaisser ses propres émotions et en fait de cumuler toute cette organisation de la vie qui, effectivement, pour certaines, les a conduits à des formes de désappropriation d'elles-mêmes. Donc la notion de violence symbolique, je l'entends ici au sens d'une timidité et même d'une honte sociale qui empêche de pouvoir se penser autrement qu'à la place à laquelle ces femmes que j'ai rencontrées sont assignées en tant que femmes, et en tant que femmes de classe sociale modeste. Je pense par exemple effectivement à l'histoire d'une autre détenue qui a 50 ans. Elle dit que, très jeune, elle est dans une famille où elle s'occupe de sa mère, de son frère, dans un contexte de violence paternelle très fort. Et cet environnement l'a conduite à éviter tout conflit. Elle n'a pas subi de violence physique ni sexuelle, mais elle s'est interdit toute parole personnelle afin de préserver l'harmonie conjugale, familiale. Et par la suite, dans son couple, ça a été la même chose. Et elle se taisait. Tu vois, autre violence symbolique. Donc, elle exerce le métier de coiffeuse. Elle aime beaucoup ce métier. Progressivement, son conjoint va avoir un emploi où il va être plus éloigné de la maison. Et sans que ça se parle non plus, elle va devenir assistante maternelle à la maison pour garder les enfants, pour être au plus près de l'éducation, etc. Et en fait, progressivement, elle va perdre toute vie sociale. C'est ce sentiment à la fois de non-reconnaissance, de disqualification, mais qu'elle ne va pas nommer, et en même temps de valorisation, parce qu'il lui semble que c'est son rôle, que de rester à la maison, que de travailler à la maison, et qui progressivement, au fond, elle va passer à l'acte, d'une manière ou d'une autre. Ça vient interroger, je dirais, une autre notion très contemporaine dans les débats féministes actuels, c'est la notion de consentement. C'est-à-dire, au fond, que signifie consentir au rapport de domination alors que les individus n'ont pas pleinement conscience de ce rapport social de domination. L'idée que céder n'est pas consentir, autrement dit, céder à la domination ne veut pas dire y consentir. Et c'est tout, je dirais, toute l'axe problématique sur la relation victime-auteur. Dans son livre, Natacha Chetcuti-Ozorowicz raconte que pour certaines femmes, la prison a pu représenter un moment de pause dans leur parcours, de réflexion sur elles-mêmes et les violences symboliques subies, comme ce fut le cas pour Zineb lors de sa première incarcération. J'étais en colère contre le monde. C'était des frustrations, moi, que j'ai fait mon introspection, j'ai fait ma propre psychothérapie. C'était ma façon à moi de sortir ma colère. J'expulsais j'appelle ça ma rage. J'étais en souffrance, surtout aussi. Nous, on cachait, moi, je parlais pas de mes problèmes à ma mère. Il y avait beaucoup d'omerta sur ça. On parlait pas on était vachement pudiques sur nos états d'âme, en fait. Et moi, je l'ai exprimé à travers la violence. Ou à travers la violence, à travers l'affront. J'ai une colère en moi depuis tout le temps. Et je vais te dire une chose, ça, je le porte en moi. Je pense que je vais le porter à vie. Tu sais, quand j'étais à la prison de Pau, un jour, ils m'avaient fait péter un plomb parce qu'ils avaient fait venir ma mère de Bayonne pour m'amener du linge. Et en fait, on lui avait dit non. Le vendredi, on lui avait dit passez lundi. Et le lundi, elle était venue. On lui avait dit non, mais on prend pas de sac, la pauvre. Et du coup, moi, j'avais pété les plombs, en fait. Et je suis rentrée dans une rage noire, en fait.
Et je tapais dans la porte, j'étais en train de gueuler comme pas possible. Et en fait, il y a une surveillante que j'aimais bien là-bas, qui s'appelait Candy. On l'a surnommée Candy parce qu'elle était boucle d'or, trop gentille. Et elle me dit, tu sais, faut que je te dise un truc, ta colère, elle est pas de maintenant. Et ça m'avait marqué ce qu'elle m'a dit. Mais elle a raison, en fait, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que... Et c'est comme ma tristesse, en fait, ça, c'est exactement pareil. Moi, la tristesse et la colère, elle fait partie de ma personnalité. Les gens, ils me voient, je suis toujours gaie, je suis souriante, j'aime bien rire, je rigole tout le temps. Mais du coup, quand je suis au plus mal, même chez moi à la maison, je pleure, je pleure, je m'arrête pas. J'ai besoin de vider ce que j'ai trop longtemps gardé. Et la colère, c'est pareil. Mais je m'en sors, si ça sera à refaire, je changerai rien. Dans le sens où c'est que moi, j'épuise maintenant une force dans moi, que grâce à cette force, ça m'a fait supporter pas mal d'épreuves dans la vie. Mais ça part de l'enfance, de toute façon. Tu sais, des fois, j'ai des souvenirs quand j'étais jeune, j'avais 8 ans. Ma mère, elle pleurait. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu sais, je lui prenais la main. Elle ne me disait pas, elle avait sûrement ces trucs d'adulte, tu sais. Et tu sais, moi, je la consolais. Et ça me faisait du mal. Et du coup, à partir de ça, moi, ma mère, je savais qu'elle était fragile au fond d'elle. Et j'ai jamais voulu le polluer l'esprit avec mes problèmes. Je la protège, voilà. Et ça, j'ai lu aussi que le type d'enfant que j'étais, c'est des enfants parentifiés. C'est-à-dire, c'est des gens, en fait, à l'âge adulte, ils développent une forte empathie pour les autres. C'est vrai que moi, j'aime bien aider. Parce que j'aurais aimé que moi, en fait, on puisse pouvoir le voir et qu'on vienne, est-ce que ça va? On n'a pas eu ça avec ma sœur, tu vois. Donc, ça a fait de nous des personnes fortes, mais fragiles aussi. Je sais que moi, au fond de moi, j'ai fragilité. Et moi, j'ai envie de répandre ça autour de moi. Tu sais, des gens qui vont pas bien. C'est pour ça que j'étais 5 ans aide à domicile aussi. Des gens qui ont été dépendants. Des fois, c'est pas pour rien qu'on fait ces métiers-là. Mais je lui en veux pas à ma mère. Parce en fait, ma mère, elle a eu ces traumatismes qu'elle a jamais pu régler. Ma mère a subi l'inceste quand elle était jeune. Enfin, je te parle de ça, ça me déchire le cœur. Ma mère, si tu veux, depuis des années, elle a des problèmes de sommeil. Elle est insomniaque. Elle prend des cachets pour dormir depuis pas mal d'années et des fois, elle boit. Tu vois, elle a des problèmes d'alcool. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible. Ma mère... Tu sais, c'est une gentille femme de fou. Et je me dis, j'essaie de comprendre. Et il y a pas longtemps... Vu que maintenant, tu sais, l'inceste et tout, on en a parlé à la télé. Et un jour, elle me dit, tu sais, il y en a, tu sais, des fois, le père et tout, ils viennent dans la chambre de l'enfant la nuit et, tu sais, je sais pas, elle m'a dit un truc comme ça. Et moi, ça m'a fait tilt, quoi. La question de l'inceste a aussi structuré le parcours d'Ève. Après plusieurs années difficiles à vivre aux côtés de son deuxième mari, elle est de nouveau passée à l'acte. Bref, on s'était disputé. Et monsieur, il est parti. Moi, il me laisse à la maison avec les 6 gosses. Et monsieur, il va se saouler la gueule. Et il rentre, je sais pas, il était 1h30 du matin ou 2h. Je lui dis, ouais, t'étais où? Ça te regarde pas. Je dis, t'étais où? Ça te regarde pas. Je dis, t'étais où? Je sais pas, au moins 10 fois. Tu m'as trompé? Il m'a dit oui. Ben moi, ça a fait qu'un tour. Alors moi, je suis à la baraque. Déjà, je sacrifie tout. Ma vie, tout pour toi. Et toi, la moindre dispute qu'on a, monsieur, tu vas te saouler la gueule et tu me trompes. Mais je suis allée à la cuisine, j'ai pris 2 couteaux, je sais même plus quoi, et je suis allée, je l'ai poignardé. Patch, 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 patch. Et lui... Je sais pas avec quelle force surhumaine, il a réussi à me retenir les poignets, à me retourner. On a appelé la police, les pompiers et tout. La police est venue et tout. Oh putain. Un carnage, c'était ce jour-là. J'aurais jamais voulu vivre ça. Je crois que quand on fait ce que j'ai fait ce jour-là, c'est que vraiment... Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour mériter ça? Je me suis dit, mais putain. Et même des psys qui me disaient, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez déjà assez fait de travail sur vous-même. Je dis, ben oui, je cherche quand même à comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. C'est normal, hein. Je veux dire,
Il faut aussi que je comprenne pourquoi, parce que la première fois que moi j'ai été victime de pédophilie, j'avais 7 ou 8 ans. Et ces gens-là, moi j'avais envie de les... De toute façon, ils pourront jamais payer, tous ces gens-là. Parce que les faits sont prescrits. Il y en a un qui est déjà mort. Il y en a un autre que j'ai coincé à Molsheim. Je suis retournée, moi. Moi, je suis allée face à mes victimes. C'est pour ça qu'ils disent que je suis dangereuse. Parce que moi, je vais face. Je suis plus une gamine. Parce que tu as profité de moi quand j'étais une gamine. Donc, j'étais à Molsheim, puis je marche et tout. Et d'un coup, il y a une voiture rouge, là. Et je vois le petit Mériwa, là, Rachid. Ah, salut. Ah, salut, ça va? Je me suis dit, attends, toi. Il me fait, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là, dans le coin. Tu veux pas boire un coup? Je suis, ouais, si, viens, on va boire un coup et tout. Hop, on va dans un bistrot, là. On boit un coup, tout. Et puis d'un coup, je commence. Je suis alors, je crois que j'avais bu 3-4 Ricards. Hein. Et je commence. Alors, tu te souviens quand j'étais petite, hein? Quand tu me coincais dans la cave, quand tu me touchais les seins, quand tu me touchais la foufoune, quand tu me donnais 5 francs pour que je dise pas à maman, que je dise pas à papa, ou que tu voulais me tuer, ou ci ou ça. Je suis là maintenant. Puis je dis, là. Je fais, oh, vous voyez là? Tous les gens là. Ça, c'est un pédophile là. Quand j'étais petite là, il me coincait dans la cave, ce fils de pute là. Là, je lui ai mis la honte devant tout le monde. Et encore, il a de la chance, hein, j'étais gentil. Hein. Parce que normalement, j'aurais dû lui renverser la tête sur la table. Hein. Et puis j'ai pris mes affaires et je suis partie. Je suis allée chez sa femme. J'ai dit, ouais, ton connard de mec, là, hein, tu vois, quand j'étais petite, tu te souviens de moi? Bah, ton connard de mec, il abusait de moi, sexuellement et tout et tout. Comment est-ce que ça se mélange en vrai? Le pouvoir transpirant de la violence. Le goût sucré du désir qu'on étreint. Ça grandit de la façon la plus simple qui soit, naturellement et facilement. Quand on est si jeune qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Avant qu'on sache pourquoi, on n'est pas censé en parler. Ça s'est mélangé pour moi, quand j'avais 15 ans. Et que cet homme s'en est pris à moi, avec sa ceinture, pour peut-être la 1000e fois. Et qu'avec ma petite sœur, on n'est pas parti en courant. Au lieu de ça, on a attrapé les couteaux de boucher et on l'a fait reculer dans un coin. Et oh, comment on s'est senti. Pour une fois, on l'avait fait transpirer avec la menace de ce qu'on ferait s'il nous touchait. Et oh, la joie que c'était, la puissance que c'était de dire « non, espèce de fils de pute, pas cette fois ». Son effroi était sexuel et merveilleux. Terrifiant et plein de haine, mais fantastique. Comme un orgasme. Comme attendre toute une vie. Et enfin jouir. Je sais. Je ne suis pas censée parler de sexe comme ça. Ni d'armes, ni de haine, ni de violence. Je ne suis pas censée dire à quel point la colère peut faire du bien. Méritée, justifiée et totalement satisfaisante. Même à 17 ans. Quand j'ai appris à tirer au fusil, je savais qu'il ne fallait dire à personne ce que je voyais et ressentais lorsque je pointais l'arme. À chaque fois que je visais le centre de la cible, c'était son cœur que je voyais. L'image de ses yeux qui louchent et de son cœur mauvais. Deux ou trois choses dont je suis sûre. Dorothy Allison. J'ai un casier avec 22, je sais pas, il y a 12 mentions ou 22 mentions, je sais même plus. Je sais même plus. Toujours attaque avec arme, attaque avec arme, attaque avec arme, ou alcoolisme, ou je sais pas, violence. Mais si je voulais vraiment les tuer, je saurais où il faut. Donc je vous tue pas, je vous marque. Je vous marque. Juste pour que vous sachiez que voilà, là, vous êtes allé trop loin, quoi. Et à tous ceux que j'ai plantés, je leur ai dit, quand vous regardez dans le miroir, au moins, parce que en général, je les blesse toujours au niveau de la face, là, cou ou poitrine. Moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne suis pas auteur de violence conjugale. Parce que moi, de victime de violence
intrafamiliales, à savoir aussi victime de violences enfants, adultes, je me retrouve, moi, dans mon casier du judiciaire, il y a écrit auteur de violences conjugales. Et stop là. C'est bon. J'ai assez fermé ma gueule, hein. J'en ai assez pris déjà. Je dois faire quoi là pour moi ? Est-ce que j'ai été reconnue en tant que victime, moi ? Moi, j'ai aucun statut de victime par rapport à tout ce que j'ai vécu. Mais où je suis victime ? Moi, je revendique la légitime défense. Aujourd'hui, une femme, elle a aucun autre moyen que d'utiliser une arme contre un homme. Je suis désolée. De toute façon, c'est ça aussi, c'est con de juge. Vous êtes des sales cons. Parce que si moi je veux, pour te faire plaisir, pour avoir un aménagement de peine, je vais dire oui, ce que tu veux entendre. Comme il me disait toujours Aziz, moi au juge, je leur dis toujours ce qu'ils veulent entendre. C'est pour ça qu'il a bénéficié des aménagements de peine et tout. Parce que moi, je disais pas au juge ce qu'il voulait entendre. Et ni au SPIP ce qu'il voulait entendre. Il voulait entendre que je dise oui, je reconnais que j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Eh ben non, je disais si, je reconnais pas, non. Et je dirais pas que j'ai eu tort. En aucun cas. En tout, Ève a poignardé 8 hommes. Elle a purgé plusieurs peines, dont la plus longue de 2 ans. La justice n'a jamais retenu la légitime défense, puisque le plus souvent, l'utilisation de la violence était disproportionnée face à l'attaque et décalée dans le temps. En quelque sorte, Ève estime qu'elle est dans une légitime défense perpétuelle des violences qu'elle a subies tout au long de sa vie. En prison, il a donc été impossible pour elle, au fil de ce qu'on appelle le parcours d'exécution des peines, de se reconnaître autrice de violences, comme c'est le cas pour plusieurs détenus rencontrés par Natacha Chetcuti-Ozorowicz. Dans ce fameux parcours d'évaluation pénale, on leur demande donc de se reconnaître comme auteurs, mais pour elles, pour certaines en tout cas, c'est aller à l'inverse du travail d'élaboration qu'elles ont pu produire parfois en prison, c'est-à-dire se reconnaître comme victimes. C'est vraiment une vraie contradiction, c'est-à-dire donner du sens à la peine pour elles, c'est être reconnu comme victime. C'est-à-dire comment arriver à dire vrai sur soi-même, puisqu'en fait, c'est ce qu'on demande pendant tout le parcours pénal, à travers toutes ces questions autour de auteur et victime, comment dire un vrai sur soi-même, alors que tout le récit est pris à l'intérieur d'un cadre évaluatif qui ne prend pas en compte ou qui ne mesure pas l'effet des rapports sociaux. Voilà, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est pour ça que dans le titre, je tenais beaucoup à ce qu'il y ait résistance, c'est qu'il y a diverses formes de résistance. Je dirais que pour certaines, une manière de récupérer une marge de sujet, ça peut être perçu comme minimal, mais ça ne l'est pas du tout pour un certain nombre de trajectoires. C'est par exemple apprendre à dire non. Et dire, maintenant je prends soin de moi, c'est une forme de résistance. Je trouve que cette question-là, elle vient aussi évidemment renforcer le débat sur la question de la légitime défense, notamment, je pense au livre de Gwenola Ricordo, qui lui a consacré tout un ouvrage en 2019, mais comment penser la question du langage juridique, parce que en fait on se retrouve dans une contradiction entre langage juridique et langage biographique. Il y a l'idée d'une réhabilitation par la réinsertion, mais comment peut-on penser la réhabilitation et la réinsertion si on n'interroge pas justement ce rapport entre violence agie et violence subie, effectivement dans un cadre juridique qui n'en reconnaît pas la temporalité. Bon, il y a deux positions qui s'affrontent d'ailleurs dans le débat là-dessus. On a d'un côté, je dirais, une position féministe qui dit il faut durcir le système pénal pour justement les femmes victimes de violences. Voilà, il y a l'idée que il faut pas atténuer la responsabilité des auteurs de préjudice, il faut reconnaître le syndrome de la femme battue, il faut élargir le champ d'application de la légitime défense dans le contexte des violences masculines. De l'autre, une position abolitionniste féministe qui dit non, au fond, ces débats sont une récupération sécuritaire des causes féministes et il faut aller au-delà. Je dirais, rendre compte de la responsabilité collective pour penser une justice transformatrice, la responsabilité collective des violences de genre. Effectivement, on pourrait dire que on a beau, je dirais, durcir les sanctions pénales, pour autant, les violences faites aux femmes ne faiblissent pas. Donc, est-ce qu'il s'agit de construire de nouvelles prisons, durcir le processus pénal, ou au contraire, mettre en évidence le rôle du capitalisme et des politiques
politique néolibérale dans le durcissement du système pénal et qui ne permet pas de penser l'organisation sociale dans laquelle les violences faites aux femmes sont structurantes en fait. J'aborderai plus en détail la position féministe pour l'abolition des prisons dans l'épisode du mois prochain. Mais je peux déjà rappeler ici, d'une part, que les prisons sont remplies en immense majorité d'hommes et de femmes pauvres et racisés qui purgent des petites peines, font des allers-retours en prison et sont avant tout condamnés pour vol et trafic de stupéfiants et petite délinquance. Selon un dossier de l'Observatoire international des prisons consacré aux femmes incarcérées, la différence majeure entre les femmes et les hommes, s'agissant des motifs de condamnation, se trouve au niveau des viols et agressions sexuelles qui concernent en large majorité des hommes. Les femmes qui ont tué leur mari sont aussi souvent très lourdement condamnées. Elles écopent en général de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, contrairement aux hommes qui, lorsqu'ils tuent leur femme, sont souvent condamnés à 7 ans de prison seulement. Cela s'explique par le fait que les femmes ont généralement peur de leur mari. En conséquence, elles préméditent plus souvent leurs actes et le paient au niveau pénal. Parmi les longues peines, les femmes ayant porté atteinte à leurs enfants, extrêmement minoritaires, sont sans doute celles qui cristallisent le plus la rigueur des tribunaux et l'opinion publique. Pourtant, parmi les femmes détenues, nombreuses sont surtout les mules, ces femmes originaires de Guyane ou d'ailleurs, en Amérique du Sud, qui, vivant dans une très grande précarité, ont été contraintes à transporter de la drogue, le plus souvent en l'échange d'une rémunération financière. Des femmes qu'a rencontré Zineb lors de sa seconde incarcération. Après sa première sortie de prison, elle rencontre un conjoint très violent, elle aussi, qui la défigure. Elle réussit à partir et s'installe pendant 7 ans avec un homme, père de 2 enfants. Ça s'est bien passé les premières années et tout. Jusqu'au jour, c'est que quand j'arrive à mes 28 ans, j'avais envie d'avoir un enfant. Du coup, je lui lançais des perches et tout. Je voyais qu'il esquivait. Il n'aimait pas trop. Je dis bon, peut-être que c'est un peu tôt. Je vais attendre, voilà. Jusqu'au jour où c'est 2015, je tombe enceinte. Et parce que, en fait, je voulais avoir un bébé, j'ai arrêté la pilule sans lui dire. Chose que je regrette, j'aurais pas dû faire ça, mais bon, en fait, j'avais envie d'être enceinte. Et en fait, je dis, écoute, je suis enceinte. Il me dit, ah ouais? Ben moi, écoute, je suis trouvée pour ça, c'est soit moi, soit le bébé. Et voilà, par amour, je dis non, je peux pas lui faire ça. Il veut pas l'enfant, tu sais, je peux pas lui faire ça. Donc j'ai avorté. L'avortement, il s'est super mal passé. J'ai eu un mauvais réveil, j'ai pleuré. J'avais regretté d'avoir avorté. J'avais un mal de chien. De toute façon, là, c'était l'année de la rupture, cette année-là, là, 2015. Et là, je tombais en dépression. Hein, par contre, j'ai perdu énormément de poids. J'étais limite anorexique, 58 kilos, j'en fais 86. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, que j'ai ouvert le Coran. Et en fait, je me suis réfugiée dans la religion. Ça m'a apporté des réponses à mes questions. Comment on doit se comporter dans les épreuves. Il faut accepter le décret de Dieu. Si ça nous arrive, il se peut qu'un bien nous arrive et que ça soit un mal pour nous. Et il se peut qu'un mal nous arrive et que ça soit un bien pour nous. Voilà, cette phrase, voilà, ça tombait à pic et ça m'a réparé mon cœur. Je me suis convertie en mars 2016. Je connaissais pas du tout comment fallait faire et tout. J'avais pas de référent qui allait me dire vas-y viens, je vais te montrer comment prier. Est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Voilà, c'était parti en freestyle comme on dit. Des gens que je connaissais plus ou moins qui m'ont un peu guidée et beaucoup de gens égarés. Beaucoup de personnes que tu trouves sur les réseaux. Bon, déjà, ce qu'il y a, c'est que tu trouves une communauté qui est solidaire, qui est là pour toi si t'es pas bien. Ils sont à l'écoute. Si t'as besoin de quoi que ce soit, nous, on est là. T'envoies un message ou tout ça. Je trouvais des gens très chaleureux, très gentils, tout ça. Et ça commençait comme ça, en fait, mon truc de radicalisation. Ça commence comme ça. Après, tu commences par tomber sur des gens qui sont un peu extrêmes. Ils étaient en Syrie, j'ai parlé beaucoup des gens qui étaient là-bas. À l'époque où c'est que tout le monde partait là-bas. Ces gens-là, ils ont des groupes fermés, style Telegram. Ils envoient des vidéos de ce qui se passait là-bas, les bombardements, les exécutions, les trucs horribles. Eux, en fait, ils savaient jouer la carte de l'émotion dans le sens où c'est qu'on voyait beaucoup d'enfants qui étaient entre la vie et la mort. Et c'était que ça, les vidéos. C'était des enfants, les orphelins, et les gens, nous,
de France, en l'occurrence, on voyait ça. Non, mais c'est pas possible. C'est, voilà, la communauté internationale, elle fait rien contre Bachar, qui exécute son peuple, littéralement. C'était non, nous, on est musulmans. Le musulman, il a le devoir d'assister la Oumma. Tu vois, la communauté, c'est une obligation et on ne peut pas rester sans rien faire, quoi. Et c'était pas forcément d'aller combattre, c'était de répandre justement ces vidéos, le djihad médiatique, comme il l'appelait. C'était de convaincre les sœurs, pour nous les femmes, il faut venez, on a besoin de vous. C'était comme ça, en fait. J'ai parlé aussi, c'est au mois début 2016, mai 2016, à Adel Kermiche, celui qui a exécuté le prêtre. Je ne savais pas que c'était lui. Je l'ai su après. Lui, j'ai discuté avec lui sur Facebook, très gentil, très posé, pas un soupçon d'agressivité, rien du tout. C'était pas une bête sanguinaire au premier abord, non. Lui, en l'occurrence, il cherchait à se marier. Je dis, mais attends, t'as 19 ans, moi j'en avais 30. Et je dis, non, c'est pas possible. Enfin, voilà, t'es trop jeune pour moi. Il me disait, non, mais Khadija, l'épouse du prophète, tout ça. Il disait, enfin voilà. Moi je dis, non, je suis pas intéressée. On avait discuté que de religion et de mariage. Ça a duré 2 jours. Enfin, lui, il m'avait dit, va manger un bracelet électronique. J'ai voulu aller en Turquie. Il m'a pas dit qu'il était pour Daesh. Et j'ai compris moi-même. Je dis, bon, bref, ça s'est arrêté là, en fait. Moi, je continuais sur ma recherche de spiritualité, d'apprendre la religion, tout ça. Donc, voilà, les 2 mois passent. Et fin juillet, je regarde à la télé, je vois Rouen, à côté de Rouen, un jeune homme de 19 ans qui a fait ça avec un autre, parce qu'ils étaient 2. Et je me dis, mais Adel Kermiche, et j'ai dit à ma sœur, j'étais choquée, je dis, mais tu sais que j'ai parlé à lui et tout, tu sais, j'ai eu peur, quoi, parce que moi, je savais pas qu'il allait faire ça, tu vois. Et voilà, pour moi, tout ça, c'était derrière, ça y est, même si j'ai parlé à cette communauté-là, pour moi, c'était derrière. J'avais plus de Facebook qui s'apparentait à ça, rien du tout. Mais moi, les services de renseignement, ils m'ont pas oublié. Et je le savais même pas. J'étais sur écoute, il y avait une commission rogatoire qui était ouverte depuis l'époque où c'est que j'ai parlé avec ce Adel Kermiche, parce qu'en fait, il y a mon numéro qui a été retrouvé sur son téléphone. C'est pour ça. C'est parti de là, en fait. En fait, ils ont branché, ils ont récupéré tout ce que j'avais reçu il y a 8 mois. Tu sais, les fichiers audio, vidéo, pardon. Et il y avait des trucs de Daesh, justement, tu sais. Des trucs de Daesh. Et, c'est des trucs que tu avais regardés ? Non, pas spécialement. Oui, regarder ou pas. Des fois, j'en recevais plein, tu sais, d'affilée. Oui, des fois, tu regardes pas. Enfin, moi, je regardais pas tout. C'était pas rafale, des fois, que tu recevais tout ça. T'avais même pas le temps de tout regarder. Puis même, à la fin, je m'en foutais. Ça s'accumulait, tu sais. Mais en fait, eux, ils ont tout récupéré. Il y a eu des exécutions, il y a eu une vidéo aussi, comment, ça je l'avais regardé par contre, comment fabriquer des simple curiosité. Franchement, c'était comment fabriquer des explosifs. Bon après on captait rien, il parlait en arabe, je captais rien du tout, mais c'était la vidéo, c'est qui montrait. Et comme les exécutions, c'est vrai, c'est la curiosité malsaine. Tu vas me dire, mais ouais, j'ai regardé, après pas tout, hein, mais j'ai regardé, oui. Il y en a une qui m'avait marqué, c'était un homme, il était attaché en croix, enfin je sais pas comment on dit ça. Le type c'était un Français, hein, celui qui allait tuer là. Lui par contre c'était un Français, il était cagoulé. Et en fait, il le tue, quoi. Enfin, c'est horrible, tu sais, ça, ces images, je les oublierai jamais. Il est ventre, c'est horrible, quoi, tu vois, de voir ça. Et il y avait cette vidéo. Et voilà, ils avaient tout récupéré ça. Et en fait, ils m'ont mis l'apologie aussi du terrorisme parce qu'ils ont retrouvé mes anciens comptes Facebook et apparemment, j'avais partagé des images, moi, sur d'autres comptes privés de personnes. Je m'en rappelle pas, c'est peut-être possible, mais je m'en rappelle pas. Donc, ils m'ont dit l'apologie du terrorisme. Donc, j'ai pris 15 mois. Ferme. Je savais pas ce qui m'arrivait en fait. Moi les 15 mois, j'ai accepté sans me brancher. Je suis partie à la maison d'arrêt et voilà, je me rendais pas compte du tout en fait. 15 mois, je partais pour 15 mois. Comme Zineb, des femmes et des hommes se sont radicalisés suite à un intérêt pour la religion musulmane, souvent après un événement important de leur vie et une recherche de sens, car le monde dans lequel il et elle vivaient en était dépourvu. Peu à peu, portée par les discours djihadistes, la religion n'est plus seulement une réalité spirituelle, mais devient quelque chose de politique. La seule différence en termes de genre, c'est que la prérogative de la violence visible, directe, n'appartient pas aux femmes. Leur rôle dans le djihadisme
n'en reste pas moins essentiel, comme me l'a expliqué Géraldine Cazut, doctorante en sociologie des religions, qui s'intéresse à la question des femmes djihadistes et à leur rapport à la violence. Si le djihadisme n'avait pas de femmes, le djihadisme, ça serait juste une guérilla. Tandis que là, du moment qu'on a des femmes, que ces femmes font des enfants, et puis qu'elles sont pas contraintes, mais qu'elles ont rejoint là aussi ce groupe parce qu'elles défendent, enfin elles partagent aussi ces convictions-là, vous faites société. Si on avait pris depuis le début la question de ces femmes djihadistes au sérieux, dans le simple fait de faire leur rôle premier, qu'on s'était pas juste dit « Ah ouais, mais épouse et mère, finalement, ben, c'est des rôles passifs, c'est des rôles qui n'ont pas intérêt, ce sont des femmes qui font rien. » Donc, c'est des femmes qui sont pas intéressantes et qui ne représentent pas des menaces. Si on avait pu voir, en fait, qu'elles étaient pas seulement femmes au foyer, mais qu'elles étaient femmes au foyer djihadistes, on aurait pu potentiellement aussi moduler et puis adapter nos réponses à ce phénomène-là. Mais ce qu'on ne doit pas sous-estimer, c'est que ce sont des femmes qui ont quand même grandi dans nos sociétés. Hein, je veux dire, qui sont pas du tout étrangères à ces sociétés-là et puis aux idées justement de ce que c'est une femme libre, mais qui ont surtout fait état d'une forme de déception. Pour certaines femmes, il y a aussi cette idée que un homme qui serait djihadiste est par essence un homme qui sera vertueux, parce que ses comportements seront agis et basés sur des principes religieux. Et quand bien même il y aurait un manquement de cet homme-là envers elles ont un système juridique à l'extérieur du foyer finalement auquel elles peuvent se référer pour demander une réparation. Typiquement, on a des femmes qui sont devenues djihadistes et puis qui ont connu des histoires où elles ont été trompées par leur conjoint et puis elles ont beaucoup souffert en fait de cette trahison. Puis elles vont dire, typiquement, si ça m'arrive dans le cadre d'une union avec un homme djihadiste et que j'apprends qu'il m'a trompée, je peux aller en référer justement aux instances de l'État islamique et il sera puni pour ça. Tandis que dans une société occidentale, l'infidélité est limite quelque chose d'encouragé, mais surtout il n'y a aucune conséquence. Tandis que dans un système en fait régi selon les principes de la charia tels que je les conçois, voilà, comme étant justes, il y aura une punition. C'est cette idée de ne pas laisser les choses sans conséquence et puis cette soif finalement de réparation, cette soif de justice en fait parfaite, où il n'y a pas de faille. Dieu par essence est parfait, donc du coup tout ce qui va sortir de sa bouche est parfait, donc on ne peut pas expérimenter d'injustice dans un système qui est divin. Ce goût de cendre dans la bouche. Ce goût de cendre dans la bouche, vous le sentez ? Comme lorsque la forêt s'est entièrement consumée et qu'il ne reste plus que quelques braises, ici et là, disséminées dans un hasard sauvage qui heurte notre vision hiérarchique des lois du monde, notre goût pour l'emboîtement des structures. Quelques braises éparpillées comme un mirage, lointain et déloyal. Oui, il y a quelque chose de déloyal dans le scintillement anarchique des braises, qui vient rappeler qu'il y a eu vie, qu'il y a eu désir, force, espoir, faille, joie et peine, perte et fracas. Chute. Oui, il y a la chute, ce grand effondrement, ce basculement obscur vers d'autres territoires. Oui, toujours il y a la chute. Vous voyez de quoi je veux parler ? Vous vous êtes déjà vu tomber ? Je crois, moi, que la chute n'est rien d'autre qu'une mesure de notre ignorance. Elle nous précipite vers l'inconnu et donne a posteriori une couleur à la chorégraphie de nos danses. J'étais tellement agitée que j'allais casser. Peut-être qu'à force de m'agiter, j'étais en train de passer d'un état solide à un état gazeux. Il se peut aussi que je me sois préparée encore une fois à rebondir, induire une courbure dans l'espace-temps, pour changer de direction. Je ne sais pas à partir de quand j'ai commencé à voir les choses autrement, dans le déplacement, à me poser d'autres questions. Peut-on amener un corps à se mouvoir vers un lieu autre que son lieu propre ? C'était tentant cette proposition, et je n'avais pas d'autre solution. Mais l'idée du pire ne m'avait même pas traversée. Laissez-moi le temps de vous expliquer.
Je ne chasse pas sur mon territoire. Astrid Chaffrinjon. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques originales, et accompagné par Juliette Hamon, qui déniche les textes littéraires que vous avez entendus. Lecture, Laure Giappiconi. Le 2e épisode de cette série sera en ligne en juin. Il s'intitulera « Prisonnières et visiteuses ». Vous y entendrez Zineb et Ève y raconter leur expérience carcérale. Comme toujours, mais en particulier ici, ce documentaire a été réalisé en étroite collaboration avec des chercheuses féministes dont les travaux et les échanges nourrissent ma réflexion. Je tiens à remercier tout particulièrement Colline Cardi et Natacha Chetcuti-Ozorowicz pour leur confiance, leur accompagnement et leurs travaux inspirants. Merci à Zineb et Ève, à l'Observatoire international des prisons, au journal L'Envolée, à l'association Génépi et à toutes les militantes féministes qui m'ont mise en contact avec des femmes prisonnières. Merci aussi à mes parents qui m'ont accompagnée jusqu'à Bayonne afin que je puisse enregistrer les voix des femmes tout en restant auprès de mon bébé nouveau-né dont je ne souhaitais pas être séparée trop longtemps. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Vous pouvez nous écrire à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio et Instagram Charlotte Bien-Aimée. Vive la radio, vive les podcasts, vive les révolutions féministes. arteradio.com